vient de passer un week-end à voir des tonnes d'insectes, des tonnes d'animaux, d'oiseaux qui vivent sur le tracé de la route. Et ça change complètement la perspective de pourquoi est-ce qu'on veut pas que cette route se fasse. Parce qu'on veut pas que cet habitat-là, qui est habité par d'autres que nous, mais aussi par nous-mêmes, genre par des gens qui cultivent la terre, on veut pas que ce soit détruit. Un naturaliste, c'est quelqu'un qui observe, qui aime observer ce qui l'entoure, qui va chercher à savoir qui vit avec lui, comprendre aussi l'écologie des autres êtres vivants qu'il rencontre. Son rôle dans le militantisme, il est important aussi parce qu'il permet de visibiliser des espèces qui sont sensibles et qui peuvent être menacées du coup par des projets d'aménagement, d'artificialisation. Et pour avoir fait différentes formations avec différentes personnes, j'ai l'impression qu'à chaque fois on se heurte aux mêmes difficultés de vocabulaire, de famille à aborder et à connaître. Et du coup, il y a plein de gens qui, de fait, sont rapidement découragés par rapport à ce que ça demande d'investissement. Et moi, je sais que c'est vraiment au fil du temps et de dizaines d'années que j'ai peut-être acquis quelques connaissances, mais je suis loin de me dire justement naturaliste, j'y arrive toujours pas vraiment. Un paysan qui connaît tous les êtres vivants qui l'entourent, il aura toutes les possibilités qui pourront s'offrir à lui et il pourra faire tout ce qu'il veut, être en accord avec tout ce qu'il pense et ce sera l'homme le plus libre du monde, quoi. En Haute-Loire, entre le Pertuis et Saint-Austien, 190 hectares de terres agricoles, de forêts et de zones humides sont en train de disparaître sous les pelleteuses et le béton pour faire place à une déviation de la RN 88. Avec ce projet, le gain de temps pour un trajet entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay est estimé à 3 minutes pour les voitures et 1 minute pour les poids lourds sur cette 2x2 voies qui atteindra 11 km de long. De nombreuses espèces animales et végétales, protégées, risquent de disparaître, des sources d'eau seront taries ou polluées, des agriculteurs et agricultrices perdront la majorité de leurs terres. C'est niché dans ce paysage monumental des Sucs, le nom donné à ces volcans sans cratère vieux de 12 millions d'années, que se sont réunis cette année les naturalistes des terres au service de la lutte des Sucs, un collectif qui souhaite faire annuler le projet de 2x2 voies. Les naturalistes des terres sont convaincus que pour s'engager dans une lutte locale, il est nécessaire de connaître le milieu dans lequel on vit et d'avoir un affect fort aux autres espèces avec lesquelles on cohabite, et que c'est un vrai levier de lutte. Les naturalistes des terres sont un collectif d'êtres humains qui ont des savoirs plus ou moins larges sur le vivant, qui vont leur permettre d'identifier des espèces, de mener des inventaires et de démocratiser le savoir naturaliste à travers des expériences d'immersion, des expériences poétiques, des expériences artistiques. Aujourd'hui, le savoir naturaliste est trop scientifisé, ce qui l'empêche justement de se démocratiser. Le collectif des naturalistes des terres espère que dans le futur, n'importe quelle lutte locale ne pensera plus sa lutte sans une relation directe et intime avec son milieu. L'intention de ce reportage en 4 parties est de répondre à ces questions. Qui sont les naturalistes des terres et en quoi le mouvement change la donne sur ce que c'est d'être un naturaliste ou une naturaliste ? Pourquoi les personnes qui observent et connaissent le fonctionnement d'un écosystème et s'en émerveillent sont essentielles dans les luttes locales contre la destruction du vivant ? Et enfin, que pouvez-vous faire ? J'ai fait le choix de démarrer cette série en donnant la parole à Claude, paysan qui a accueilli les rencontres sur sa ferme. Qui de mieux qu'un paysan pour témoigner de l'importance d'un lien quotidien au vivant ? Dans la deuxième partie, je vous emmène dans les pérégrinations d'un petit groupe, dont je faisais partie, en quête d'êtres vivants qui pourraient compléter la liste d'espèces qui peuvent peser dans l'arrêt du projet de déviation. Le 3e épisode fait la part belle aux témoignages de militants qui ont compris l'importance des connaissances naturalistes et de nourrir un lien sensible au vivant pour lutter de manière fertile. Et on terminera, dans la dernière partie,
par questionner ce que c'est que d'être naturaliste au sein du mouvement des naturalistes des terres. Une grande partie des noms cités dans ce reportage sont des blazes, sortes de noms de code utilisés dans le réseau des naturalistes des terres. Ce reportage fait partie de la saison 5 du podcast Agroécologie voyageuse dans la série Habiter la Terre. Il a été réalisé grâce au soutien de donateurs et donatrices pendant le financement participatif de cette saison. Je remercie du fond du cœur toutes les personnes qui me permettent de réaliser mon travail librement, sans publicité, et notamment les 24 personnes qui ont choisi de me faire un don chaque mois. Si vous souhaitez faire partie de ces super humains, vous trouverez tous les liens en description de cet épisode. Belle écoute. Cet épisode, il a pour intention de répondre à la question comment les naturalistes peuvent être utiles dans les luttes. De toute façon, ces luttes sont des luttes pour des terres qui sont souvent aussi des terres agricoles. Et j'avais aussi envie de mettre en lumière le lieu qui nous accueille ici, donc ta ferme, votre ferme, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Le GAEC l'Esparcette. En fait, pour toi, pourquoi c'est important que les naturalistes soient des défenseurs du vivant et voilà, et je te laisse dire ce que tu veux parce que c'est un podcast qui est écouté par des paysans, des paysannes, mais aussi des gens qui aiment la nature. Ok. Voilà. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Claude. J'ai 45 ans. Je fais de l'agriculture depuis que je suis enfant, quoi. Là, le regard que je porte sur la terre que je travaille, que je côtoie, les êtres vivants que je côtoie, eh bien, il a changé. Donc le GAEC l'Esparcette, l'Esparcette, c'est le nom du Sainfoin en occitan. Et on est sur des terres en fait où naturellement en fait il pousse le Sainfoin. On est sur des pH un peu basiques, sur des sols marno-calcaires. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a voulu aussi qu'une plante sauvage soit un peu à l'illustration de notre ferme. Et donc pour expliquer un peu la démarche, moi j'ai suivi un cursus agricole jusqu'en 2001, même si j'ai fait un peu d'autres choses à côté. Et j'ai un BTS agricole. Et en fait, l'apprentissage de l'agriculture à l'école, ça m'a jamais trop plu, quoi. Ce que j'ai entendu, en fait, c'est que l'agriculture doit être une domination du vivant. Et ça m'a toujours, en fait, contrarié. J'ai jamais été d'accord avec ça. Et depuis que je me suis installé en 2006 sur une installation en GAEC avec ma famille. Donc moi j'ai repris en fait une ferme qui partait en pré-retraite. En 2006, c'était la dernière année des pré-retraites, donc ça a anticipé un peu mon installation. J'avais prévu de bourlinguer un peu dans le milieu naturaliste qui m'attirait déjà beaucoup à cette époque. Et bon, en fait, ça a précipité mon installation parce que mon voisin qui avait 55 ans, il me laissait sa ferme à condition que dans l'année qui suivait, je m'installe. Donc je me suis installé avec un projet de port en plein air. Je voulais que mes animaux soient libres et heureux. Transfo, vente directe. L'idée c'était d'avoir la liberté de produire comme on voulait pour satisfaire tout ce qui est lié à la biologie des animaux qu'on élève et de faire la valeur ajoutée avec la vente directe. 2012, ma femme m'a rejoint sur la ferme. On va dire qu'on avait déjà atteint notre rythme de croisière qu'on s'était fixé, quoi. 100 cochons en plein air élevés par an. Transfo, vente directe, on commençait à vendre aussi les agneaux de la ferme en vente directe, quoi. Il y avait une symbiose en fait qui s'opérait entre la production de brebis. J'ai pas présenté, c'est vrai que la ferme elle a une vocation de produire des brebis allaitantes parce qu'on a des pelouses calcaires qui sont plutôt des sols pauvres, en pente, en plein sud. Pas possibilité de travailler cette terre avec des engins, ça avait sûrement été fait par le passé. En tout cas, ça fait au moins 100 ans que ces sols ne sont plus cultivés. Et c'était beaucoup des vignes avant.
dans les années 1900. Quoi. Et alors du coup, sur la surface agricole utile de la ferme, il y a toujours eu une faible proportion de champs. Donc l'idée, c'est quand même d'avoir plutôt de l'élevage à l'étang pour valoriser en fait ces surfaces herbagères. Donc 2012, ma femme m'a rejoint. Bon voilà, le GAEC qui s'est progressivement en fait transformé de père-fils à GAEC entre époux quoi. En 2014, mon père a pris sa retraite. Et là, en fait, je me suis engagé dans un réseau pâturant qui s'appelle le réseau Pâturage Juste. Et donc, j'ai rencontré plein d'éleveurs en fait et d'éleveuses qui faisaient de l'élevage sur des fermes où il n'y avait pas de tracteur, où en fait on fonctionnait vraiment avec le fonctionnement écologique du milieu naturel. Et ça m'a vraiment en fait botté à fond quoi. Alors la construction de la ferme, quand j'ai compris que ça pouvait être comme ça, bien sûr les prairies naturelles, on s'est carrément mis à les comprendre et à les connaître et à les optimiser. Et les champs, en fait, on s'est dit on va réduire au minimum et faire des champs en fait pour les cochons quoi. Donc les cochons passent sont partie intégrante de la rotation des champs et les brebis pâturent des végétations naturelles. Et consomment très très peu de céréales. Donc ça, c'est depuis 2014 qu'on a attaqué. On est en 2025, ça fait 11 ans qu'on bosse sur ce thème-là. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on a à apprendre, il est encore plus grand que ce qu'on a appris. Donc en fait, c'est hyper intéressant. Donc du coup, on fait de l'élevage pâturant autonome en termes de pâture, c'est-à-dire qu'on a appris en tout cas à saisonnaliser des parcelles pour avoir du pâturage toute l'année. Et pour ça, en fait, on a fait des inventaires botaniques sur la ferme et on a fait intervenir des botanistes. On a voulu aussi comprendre en fait comment les êtres vivants qui vivaient dans ces pâtures, ils évoluaient avec l'évolution de ces. Alors maintenant, on aime le terme de milieu naturel parce que c'est des milieux où on n'intervient pas mécaniquement en fait. C'est pareil, depuis 7 ans, j'y revois plus rien. Quoi. L'idée, c'est de comprendre en fait quel est l'équilibre entre les végétations et le troupeau et l'éleveur. En fait, c'est tripartite le truc. C'est le savoir-faire des éleveurs et des éleveuses, le milieu naturel et les animaux. Et on est dans ces relations-là. Enfin, c'est ce qui nous occupe, on va dire, 80% de notre temps, de notre pensée, quoi. Dans tout ce qui est lié à la ferme. Après, on a encore quelques tracteurs pour faire un peu de foin, pour faire un peu de récolte de céréales. Mais voilà, déjà, ça fait longtemps qu'on bosse avec des naturalistes, en tout cas, pour comprendre, en tout cas, inventorier nos milieux naturels. C'est-à-dire qu'on intervient moins sur le milieu qui nous entoure, et du coup, on le comprend dans sa naturalité, quoi, dans sa sauvagerie, quoi. Et alors bien sûr on a plein de freins, mais c'est grâce aussi aux naturalistes qu'on arrive à lever toutes ces barrières. Les plus grandes barrières qu'on a, c'est les barrières que nous mettent les propriétaires. Parce que les propriétaires, ils ne sont pas contents que leur terrain ne soit pas propre et ils essayent de nous attaquer là-dessus, quoi. Et les naturalistes, ils nous défendent, quoi. On arrive à se défendre avec la biodiversité, on arrive à se défendre avec le fait quand on explique des choses aux propriétaires, il y a des naturalistes qui appuient en fait les propos qu'on a et ça nous aide beaucoup, quoi. Ok. Voilà. Là, on est en train d'arrêter une activité qui est l'élevage du cochon en plein air, parce qu'en fait, on se rend compte que la mainmise de l'agro-industrie, elle est énorme, et là, en fait, l'élevage plein air dérange. Il y a une émergence de maladies qui est incroyable. L'élevage a des défis colossaux à surmonter, de la même façon que l'humanité. Et en fait, bien sûr, l'élevage plein air, qui devrait être plébiscité, c'est lui qui trinque. Alors bon, on a des revendications collectives contre ça, mais on arrête notre activité parce que... En fait, moi, ce que j'entends là dans ce que tu dis, c'est qu'il y a cette lutte déjà contre le système agro-industriel. Il y a cette lutte-là déjà qui est énorme. Et en plus, tu accueilles les naturalistes des terres ici. Ouais.
Jusqu'à quand on lutte et puis pourquoi accueillir les naturalistes des terres sur ta ferme? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors ça signifie de la noblesse, quoi, parce que ça m'anoblit, quoi, le fait que j'ai des naturalistes qui me soutiennent, dans mon schéma mental, ça me conforte en tout cas. Ça effraie mes voisins et ma famille, mais moi ça me fait du bien, quoi. Et puis en fait, on est tous un peu naturalistes en fait dans l'âme, et c'est juste la société en fait, la société capitaliste qui nous éloigne de ça. Parce que moi, tu vois, je fais visiter des fois mon élevage de cochons à des paysans qui ne sont pas du tout là-dedans. Et ça les touche, quoi. Profondément, le fait qu'on puisse s'attacher à des êtres vivants qui vont quand même, qu'on va quand même tuer et qu'on va quand même manger. L'idée, en fait, c'est qu'on les respecte, quoi, tu vois. Et du coup, en fait, ce que je me rends compte, et je me suis rendu compte aussi, parce que je fais partie de la lutte des sucres, bien sûr, en discutant avec les paysans du tracé, qui sont plutôt des fermes qui sont grosses, ils sont débordés de travail, ils sont plutôt dans des pratiques qui maîtrisent pas, on va dire, parce que c'est la fuite en avant, parce qu'il faut faire plus avec moins de monde. C'est surtout ça en fait qui compromet en fait l'élevage. Et si on se donne les moyens en fait d'avoir des moyens humains derrière chaque animal, on peut faire des choses incroyables, quoi. Nous par exemple, on fait de la communication animale. Et donc c'est ma femme qui s'est mise à ça, elle est en train de se perfectionner là-dedans. On est en train en fait d'arriver à dialoguer avec nos animaux d'élevage. On arrive à les comprendre, on les respecte beaucoup mieux, on n'utilise plus d'antibiotiques depuis qu'on fait ça, parce qu'on a des réponses. La communication animale nous aide sur la réponse médicinale, quoi. C'est-à-dire que souvent on arrive à combiner avec l'homéopathie, on arrive à trouver la bonne molécule, le bon médicament. Et c'est grâce à la communication animale. La bête, elle sait ce qu'il lui faut pour la guérir. Et on comprend aussi son problème, et du coup c'est d'autant plus facile de la guérir, quoi. Et donc du coup, mine de rien, en fait, on s'aperçoit qu'on fait des économies, tu vois. Et donc du coup, on peut se dire qu'au lieu dans cette fuite en avant de faire toujours plus, plutôt faire l'inverse, quoi. De tenir moins d'animaux et de mieux s'en occuper, quoi. Après, la frontière, c'est quand même la finalité de la mort. Et c'est pour ça que là aussi, on est en train d'arrêter l'élevage de cochons en plein air. On a des revendications collectives, on trouve que c'est vraiment débile, mais nous on est quand même fatigués aussi d'élever pour tuer, et on a envie de faire autre chose, donc on est en train de transformer un peu notre ferme. Il y a un porteur de projet qui est chez nous là pour mettre des brebis laitières. On a une amie aussi qui va venir faire de la transformation de légumes secs, parce qu'en fait on cultive aussi des légumes secs en traction animale, et c'est aussi d'avoir des liens plus forts, en tout cas plus intimes avec les animaux qu'on élève. C'est courageux de changer de modèle et de vous d'entendre le moment où c'est plus tout à fait juste. En fait, je crois que c'est juste aussi qu'on se donne le droit d'être honnête avec soi-même. En fait, ce que je voulais finir de dire avec les paysans que j'ai rencontrés sur la N88, je vois des gens encore qui en fait sont en détresse profonde. Et finalement, en fait, les luttes qu'on mène, les luttes écologistes, qui sont riches d'humanité, et en fait, c'est violent pour eux parce qu'ils sont en détresse, quoi. Ils sont en détresse psychologique, parce qu'en fait ils ne sont pas du tout en cohérence avec leur modèle d'élevage. Donc il y a une dissonance, et cette dissonance en fait elle crée de la violence. Et nous en fait on a une chance aussi, peut-être c'est la chance d'avoir pu en tout cas toujours se donner cette liberté de pouvoir en tout cas être en accord avec ce qu'on pensait, et surtout de faire évoluer les choses, quoi, parce que finalement aussi on peut le voir comme une évolution, quoi. On a élevé des animaux pour les tuer, on a envie de moins le faire, et on se donne les moyens de moins le faire, et que nos animaux puissent les garder plus longtemps, voire jusqu'à la mort, voire qu'ils meurent chez nous, et que notre élevage on puisse tisser quelque chose de plus riche, quoi. Et quand même produire de la nourriture, quoi, dans l'objectif de nourrir des gens, quoi. Je trouve curieux cette phrase « élever des animaux pour les tuer ». Je pense que tu les as élevés, et la finalité économique était de les tuer, mais je pense que tu les élevais pas
que pour les tuer. Ouais, c'est clair. Peut-être une phrase à changer. Bien sûr, ouais. Mais en fait, j'ai choisi de la garder, cette phrase, Ouais. parce que c'est une phrase qu'on entend dans le monde paysan. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. ce que tu vas entendre, en fait, c'est de toute façon, tu les élèves pour les tuer. D'accord. Et donc, en fait, c'est pour ça que, vu que c'est dogmatique, Mm. eh ben, l'idée, c'est que je puisse en parler pour dire ça sera plus dogmatique, parce que je pense que ça peut ne pas être comme ça. Mm. Mais c'est déjà quelque chose de... Ça, je pense que c'est un sujet qui est un sujet à part entière et qui va être... dans tous les jeunes paysans et paysannes qui s'installent là, les nouveaux porteurs de projets, en tout cas, c'est des questionnements qu'il faudra qu'ils résoudent, parce que c'est des questions qui sont très profondes chez eux. Et nous, en fait, c'est juste que avec les générations qui nous ont précédés, on n'a pas le droit de l'aborder, ce sujet. Mais là, maintenant qu'on aura le droit, que ça sera plus un tabou, on pourra le potasser, quoi. Et j'ai un dernier truc à dire, un dernier sujet abordé avec toi, c'est donc là on a eu un atelier ici tout à l'heure sur qu'est-ce qu'être naturaliste et naturaliste des terres. Et en fait moi j'ai dit, en fait quand j'ai rejoint les naturalistes des terres, j'ai dit que je pensais que c'était des terres paysannes. Ouais. Je pensais que c'était des naturalistes qui venaient aider les paysans. Bien en fait. sûr. Ouais. Et du coup, j'ai compris que c'était des naturalistes qui défendaient toutes les terres, qu'elles soient agricoles ou non. Ou sauvage. Ou sauvages, ou les deux. Parce que les terres agricoles hébergent du sauvage. C'est ça. Et les terres sauvages, en fait, en France, elles ont été agricoles, elles sont revenues sauvages. Voilà, c'est ça. La différence entre les deux est fine. Voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'un paysan qui connaît vraiment les êtres vivants qui l'entourent et ce milieu qu'il cultive, avec qui il cohabite, coproduit, il serait pas par définition un naturaliste? C'est un super naturaliste et ça va être un super paysan, en fait. C'est aussi simple que ça. Un paysan qui connaît tous les êtres vivants qui l'entourent, il aura toutes les possibilités qui pourront s'offrir à lui et il pourra faire tout ce qu'il veut, être en accord avec tout ce qu'il pense et ce sera l'homme le plus libre du monde, quoi. C'est l'objectif, quoi. C'est pour ça que je suis là aussi aujourd'hui, pour progresser sur la connaissance des espèces. Donc j'ai fait les inventaires avec les naturalistes confirmés aux débutants, parce que c'est ce qui est riche aussi de ce réseau, c'est qu'on puisse en fait apprendre entre nous, quoi. Je reproche un peu au monde des naturalistes d'être des gens, dans ceux qui se revendiquent naturalistes, d'être des gens plutôt, on va dire, un peu qui partagent pas, quoi. Alors que là, en fait, c'est des naturalistes qui partagent leurs compétences de mettre des noms, en fait, sur des espèces et de connaître la biologie, en fait, du vivant, quoi. Parce que ça, pour moi aussi, c'est capital, quoi. Connaître des espèces, c'est bien, mais c'est rien par rapport aux enjeux à connaître comment ces espèces, elles cohabitent avec nous, quoi. L'enjeu, il est là, quoi. Et nous, je vois les premiers inventaires qu'on a fait de plantes sauvages dans nos prairies. Donc, on a attaqué quand même assez tôt. Je pense qu'en 2014, on a déjà fait. Mais en fait, on voit plus du tout les choses pareilles, quoi. Avant, on nommait quelques espèces rares. Maintenant, en fait, on connaît des espèces principales beaucoup plus communes. Mais on cherche surtout à voir comment elles évoluent au fil du temps, comment elles naissent, comment elles meurent, comment elles se reproduisent, comment elles poussent quand ça pousse, comment elles poussent quand ça pousse pas. C'est hyper riche, quoi. Mais c'est pour ça que c'est un travail de toute une vie. Et aussi, ça permet de mettre une finalité à son métier de paysan, c'est-à-dire, tu vois, tu es naturaliste finalement, tu es paysan naturaliste parce que tu vas passer toute ta vie à connaître mieux les êtres vivants qui interagissent avec toi. Et en fait, on les connaîtra jamais tous, quoi, vu la multiplicité qu'ils sont, même à l'échelle d'une petite ferme, même à l'échelle d'une ferme maraîchère. Et c'est ça qui est riche, quoi. Et moi qui étais plutôt ornithologue, tu vois, moi j'ai toujours aimé les oiseaux, je sais pas trop pourquoi, si, parce que quelques trucs dans la vie qui font que quand t'es gamin, tu vois, j'ai vu une nichée d'alouettes à 10 ans, je m'en rappelle encore, tu vois. Et après, j'ai beaucoup suivi des ornithologues, mais j'avais envie d'aller plus loin qu'eux, en tout cas, dans la cohabitation avec les espèces, quoi.
Et maintenant, en fait, les paysans, les naturalistes qui sont là, qu'aujourd'hui, là, les naturalistes des terres, en tout cas, c'est des gens qui vont en fait loin dans la compréhension de la cohabitation avec le vivant, dans le sens où l'enjeu de maintien de ces espèces, il se situe là. La disparition des petites fermes est le symptôme d'un modèle où tout s'accélère et où nous perdons notre ancrage nourricier à notre territoire proche. Les fermes s'agrandissent, devenant des exploitations, et notre nourriture parcourt des distances de plus en plus grandes pour arriver jusqu'à nous. Le remède à l'accélération, c'est le territoire. S'il y a plus d'humains pour prendre soin, respecter, bref, cultiver des plantes et élever des animaux, ces mêmes humains prennent soin de l'écosystème dans lequel ils vivent. Et si au final, installer des paysannes et paysans, c'était aussi repeupler le territoire de naturalistes. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, je vous invite à le partager à 3 personnes qui, selon vous, pourraient être intéressées par son écoute. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en faisant un don sur Tipeee ou en m'écrivant à opaline@agroécologievoyageuse.com si vous souhaitez faire un don d'une autre manière sans passer par une plateforme. Vous pouvez aussi vous abonner au Mycélien, ma lettre d'information pour des nouveaux récits de l'agroécologie. Dans le prochain épisode, on se plonge dans un moment d'inventaire naturaliste mené par un groupe de 5 personnes dont je faisais partie. À tout de suite.